Open the door now. Police. Hands up. Police. Hands up. Last man, Flynn. Police. Clear on your side. I'm with you. Alpha, push left. Right. On your reach, we're up. Watch, hands up, hands up, hands up. Push in, take the room. Le FBI vient de tendre une embuscade à l'une des reines du narcotrafic les plus recherchées du Mexique, la Diaba. Sur les lieux, des montagnes d'armes, des millions en drogue dure, et les restes brisés d'un empire criminel. Mais au milieu du chaos, une question traverse toutes les salles de briefing et tous les gros titres. Comment Lady Diaba a-t-elle infiltré Chicago sans que personne ne s'en aperçoive? Le réseau. Pendant près d'une décennie, les agences fédérales américaines ont observé une évolution constante dans la manière dont le cartel de nouvelle génération de Jalisco, CJNG, étend son influence. Originaire de l'État pacifique mexicain de Jalisco, le syndicat est passé de simples exécutants régionaux à l'une des entreprises de narcotiques et d'armement les plus agressives au monde. À l'hiver 2024, après près d'un an d'agrégation de renseignements, la force opérationnelle conjointe Sigma du FBI identifia le cœur opérationnel de l'empire de Martha Alicia Mandé Aguilar dans le district industriel du South Side de Chicago. Les renseignements de la division locale de la DEA à Chicago avaient corrélé une activité inhabituelle de fret, des baux d'entrepôt à court terme, des expéditions nocturnes sous de faux connaissements, et des véhicules suivis par GPS voyageant à plusieurs reprises entre Laredo, Texas, et le comté de Cook. Le schéma ressemblait au modèle logistique connu du CJNG précédemment observé à Uaré et Guadalajara. Les analystes de Sigma croisèrent les images satellites avec les transferts financiers retracés via Grupo Rocafria, une société de fret déjà impliquée dans des saisies antérieures. Les données obtenues suggéraient que la présence de la Diaba à Chicago se concentrait sur un complexe de distribution se faisant passer pour une installation d'importation de produits chimiques. Le site était enregistré au nom d'une entreprise inactive de fourniture de nettoyage, mais ne traitait aucun contrat local, ne payait aucun frais municipal de déchets, et recevait régulièrement des cargaisons scellées en provenance de Jalisco sous des manifestes de chlorure de sodium, la même marchandise de couverture utilisée lors de la saisie de sel marin en Oregon. Pour infiltrer le réseau, les unités de terrain du FBI installèrent un relais sans fil sur l'un des camions de fret revenant au World Trade Bridge. Le relais se greffait sur la télémétrie GPS du véhicule, transmettant en temps réel les données de trajet aux analystes de Sigma. Sur une période de 21 jours, le camion effectua 4 allers-retours vers Chicago, déchargeant toujours à la même adresse près de South Archer Avenue. Chaque trajet retour correspondait à un véhicule sortant intercepté plus tard par les agents du CBP au Texas transportant des armes à feu ou des munitions non déclarées. Et ici, en sortie, nous scannons ces articles et nous nous assurons qu'aucune arme à feu ou devise ne pénètre au Mexique sans être déclarée. Grâce à la télématique judiciaire, les enquêteurs confirmèrent cette boucle de contrebande à double sens, méthamphétamine vers le nord, armes vers le sud, le corridor tournant. La signature de la Diaba réapparut dans les structures de paiement, microtransferts en crypto-monnaie émis en incréments précis correspondant au kilométrage des camions et aux journaux de carburant, acheminés via des comptes détenus par des sociétés écrans au Delaware et à Mérida. En février 2025, le FBI obtint une autorisation judiciaire pour une entrée clandestine et une surveillance électronique en vertu du titre 3. Les agents infiltrèrent l'entrepôt de nuit en utilisant des techniques de contournement de serrure, installant des caméras à fibre optique dissimulées dans des luminaires. Pendant des semaines, ils enregistrèrent les opérations intérieures de l'installation, chariots élévateurs déplaçant des fûts scellés, palettes étiquetées sel industriel et ouvriers masqués, aucun apparaissant sur les registres de paie de l'entreprise. Les images révélèrent que les scellés extérieurs des fûts étaient authentiques d'usine, mais que leurs doublures internes avaient été remodelées. Plus tard, un examen médico-légal confirma que la résine intérieure était un polymère résistant à l'acétone, optimisé pour contenir de l'huile de méthamphétamine avant cristallisation. Against drug cartels. In a memo sent to Congress, the White House saying the U.S. is now in an armed conflict with the narco gangs and labeling their members not just as criminals but as enemy combatants. Une fois la cause probable établie par les procureurs fédéraux, la force opérationnelle conjointe finalisa les plans pour une descente coordonnée. La doctrine tactique s'inspira largement des opérations SWAT de Dallas sur des cibles à haut risque liées aux stupéfiants. On y est, les gars. Cible en vue. Tournez à droite, les gars. Tournez à droite. Tournez à droite. Overez. Overez. Ces séquences, bien que filmées au Texas, illustraient la précision procédurale que le FBI entendait reproduire à Chicago. Le plan d'attaque de Sigma à Chicago désignait 4 équipes tactiques, Alpha et Bravo pour la brèche principale, Charlie pour bloquer les routes de fuite périmétriques, et Delta, une unité de surveillance clandestine postée à 2 pâtés de maison avec des optiques haute résolution. Chaque agent reçut des données d'accès biométriques confirmant la probable présence de la Diablo.
Les homologues fédéraux mexicains avaient fourni des renseignements indiquant qu'elle avait franchi la frontière américaine 2 semaines plus tôt avec un passeport guatémaltèque falsifié. L'alias Lucia Martinez Pérez correspondait à un enregistrement du système biométrique d'entrée-sortie des douanes et de la protection des frontières. La descente fut programmée pour 3h15, heure choisie pour une désorientation maximale. Les renseignements préalables suggéraient entre 6 et 9 personnes armées à l'intérieur. L'unité d'analyse comportementale du FBI avait prévu une résistance modérée, mais soulignait l'ampleur symbolique. Capturer un chef du CJNG sur le sol américain constituerait la première arrestation de niveau extradition d'une dirigeante de cartel en Amérique du Nord. À 2h45, des drones de surveillance confirmèrent des mouvements à l'intérieur de l'installation. 2 camions étaient positionnés près du quai de chargement. Les agents observèrent plusieurs individus transférer des flux scellés dans un ascenseur secondaire dissimulé. Le commandement autorisa une mobilisation immédiate. L'équipe alpha du FBI avança en faible luminosité. Le journal tactique décrit une intrusion en 3 étapes, retrait mécanique de serrure, charge explosive sur le cadre, et déploiement de grenades assourdissantes. En quelques secondes, les équipes pénétrèrent par les accès avant et arrière. Des témoins des propriétés voisines rapportèrent plus tard avoir entendu 2 détonations étouffées et des cris en espagnol et en anglais. Le plan opérationnel de Sigma mettait l'accent sur le confinement. Toutes les voies de sortie furent bloquées, les communications radio brouillées. L'audio tactique des caméras corporelles reflétait la précision des opérations d'entraînement SWAT. À l'intérieur, les agents rencontrèrent une forte résistance près de la cage de l'ascenseur secondaire, renforcée par des plaques d'acier. 2 hommes armés engagèrent l'équipe alpha avec des fusils semi-automatiques, identifiés plus tard comme des variantes modifiées des AK-103. L'échange dura moins de 30 secondes. Les 2 assaillants furent neutralisés. Aucun agent ne fut grièvement blessé. Lors de la fouille qui suivit, l'équipe Bravo découvrit une salle de contrôle improvisée contenant des émetteurs-récepteurs radio, des ordinateurs portables cryptés et une antenne de liaison satellite. He's saying that he agrees the United States needs to continue to try to stop the cartels, but worries these moves from the president. Un terminal informatique affichait une carte GPS en direct correspondant aux données de traque précédemment trouvées dans des cargaisons du cartel. À 3h12, les agents localisèrent Marta Alicia Mandé Aguilar dans une section de bureaux renforcés derrière le quai de chargement. Elle était non armée, mais accompagnée de 2 gardes du corps portant des pistolets munis de silencieux. Les 2 se rendirent après le déploiement de grenades assourdissantes. Aguilar fut placé en détention sans blessure. Son identité fut confirmée par reconnaissance faciale et correspondance d'empreintes digitales issues de dossiers d'arrestation mexicains antérieurs. Une fois l'installation sécurisée, les équipes médico-légales de Sigma commencèrent à cataloguer les preuves. L'inventaire final ressemblerait plus tard à un registre industriel de la logistique du cartel. 200 millions de dollars de méthamphétamine et de produits chimiques précurseurs stockés dans 512 fut modifiés, 10 tonnes d'armes à feu et de munitions, principalement des fusils de la série AK, des carabines M4 et des chargeurs grande capacité, beaucoup portant des numéros de série effacés par gravure à l'acide, 32. Et au sein de ces couches de logistique sophistiquée se trouvait la vérité, le CJNG n'était pas un cartel traditionnel fondé sur la force brute et le contrôle territorial. C'était une entreprise, une société, franchisant ses opérations, s'adaptant et évoluant pour relever les défis d'un monde en mutation rapide. L'arrestation de Marta Alicia Mandé, ou la Reina de la Medicina, la reine de la médecine, n'était pas seulement une victoire, c'était la mise à nu de ce modèle même. L'opération elle-même avait été préparée pendant 1 an, témoignage de la puissance d'un renseignement patient et fondé sur les données. Ce n'était pas une descente spontanée, mais l'aboutissement d'un travail méticuleux de la force opérationnelle conjointe Sigma, une nouvelle unité interagence conçue pour combler les cloisonnements traditionnels entre les forces de l'ordre, le renseignement, et même certains éléments du cybercommande du département de la Défense. Le signal initial, une transaction financière apparemment anodine signalée par un analyste du CBP, se transforma en un réseau complexe de sociétés écrans, de communications cryptées et de réunions clandestines sur plusieurs continents. Le défi n'était pas seulement de localiser Mandé, mais de comprendre son rôle au sein du vaste réseau du CJNG. Elle n'était pas seulement une trafiquante de drogue, elle était l'architecte de leur infrastructure financière, la pièce maîtresse reliant leur vaste réseau de laboratoires, de routes de transport et d'opérations de blanchiment d'argent. Son expertise en produits pharmaceutiques, ironiquement, avait été déterminante pour diversifier le portefeuille du CJNG, passant des stupéfiants traditionnels aux médicaments contrefaits, une entreprise lucrative et hautement dangereuse. Le succès de l'opération reposait sur la perturbation de cette architecture financière complexe. Si l'arrestation de Mandé fut le point culminant spectaculaire, la véritable victoire résidait dans la saisie de ses archives numériques, un trésor d'informations détaillant les méthodes opérationnelles du CJNG, son personnel clé et ses plans futurs. Ces données étaient désormais analysées par des équipes d'experts en cybercriminalistique, révélant des liens avec d'autres organisations criminelles, des responsables gouvernementaux et même des entreprises légitimes apportant involontairement un soutien au cartel.
Mais l'histoire ne s'arrêta pas aux menottes. Les suites immédiates furent marquées par une période d'instabilité intense au sein du CJNG. Des vides de pouvoir apparurent, des factions rivales s'affrontèrent pour le contrôle de territoires lucratifs, et la paranoïa s'empara de l'organisation. Tandis que les responsables de la défense mexicaine insistaient publiquement sur la résilience et la nature décentralisée du CJNG, les troubles internes créèrent des opportunités pour les forces de l'ordre d'exploiter les vulnérabilités et de perturber les opérations en cours. President Trump's war on drug trafficking getting even larger in scale, the president declaring cartels as unlawful combatants, paving the way. Les effets d'entraînement de l'embuscade de Chicago se sont étendus bien au-delà du Mexique. Elle a servi de catalyseur à un regain d'attention sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée au sein de la communauté du renseignement américaine. Les conclusions de l'opération ont mis en évidence l'estompement des frontières entre entreprises criminelles et entreprises légitimes, incitant à une réévaluation des cadres réglementaires et des mesures de conformité. Les données ont révélé des cas où des entreprises apparemment respectables fournissaient, sans le savoir, un soutien logistique ou des services financiers au CJNG, soulignant la nécessité d'une diligence raisonnable accrue et d'une plus grande transparence au sein du système financier mondial. Surtout, l'incident a provoqué un changement fondamental dans la collaboration entre les forces de l'ordre américaines et mexicaines. L'ère de l'initiative Mérida, axée sur l'aide militaire et les opérations antidrogue, touchait à sa fin. Elle a été remplacée par un nouveau cadre bilatéral de sécurité, privilégiant le partage de renseignements, la cybercriminalistique et la surveillance financière. Des équipes conjointes d'intervention rapide, calquées sur la structure de commandement de Sigma, ont été mises en place, réunissant des spécialistes des forces de l'ordre, du renseignement et de la médecine légale des deux pays. Cela marquait un passage d'une approche purement réactive à un modèle proactif visant à perturber les réseaux criminels à leur source. Mais, même une fois la poussière retombée, une réalité inquiétante est apparue. L'infrastructure sous-jacente du CJNG demeurait largement intacte. La capacité de l'organisation à s'adapter et à innover s'est révélée être sa plus grande force. En quelques mois, des preuves ont montré que le CJNG avait commencé à réacheminer ses cargaisons par des corridors alternatifs, utilisant des chargements plus petits et des horaires plus imprévisibles. Le cartel avait tiré les leçons de ses erreurs, devenant encore plus insaisissable et difficile à suivre. Les interceptions, par les agents du CBP, de véhicules transportant de la méthamphétamine dissimulée dans des produits de consommation courante, sacs de nourriture pour animaux, fûts de peinture, produits frais réfrigérés, rappelaient brutalement que la lutte était loin d'être terminée. Le CJNG évoluait, apprenant à fondre ses opérations dans le tissu du commerce mondial, exploitant les failles et vulnérabilités du système commercial international. Cette prise de conscience a entraîné un regain d'intérêt pour l'analytique prédictive et la fusion de données au sein de la communauté du renseignement américaine. Des systèmes d'apprentissage automatique, entraînés sur les données de saisie du CBP et de la DEA, ont été déployés pour identifier les itinéraires de transport à haut risque et prédire l'analyse en cours des données saisies continue de révéler de nouvelles connexions et vulnérabilités, remodelant sans cesse la compréhension de cet écosystème criminel complexe. L'arrestation de Marta Alicia Mendez a marqué une victoire, mais elle a également mis en lumière une vérité glaçante. Le CJNG n'est pas simplement un cartel. C'est une entreprise d'une adaptabilité implacable, exploitant les vulnérabilités mondiales et infligeant des souffrances inimaginables. Bien que la saisie des données offre un aperçu sans précédent de leurs opérations, une question demeure, tant que les systèmes sous-jacents de corruption et de désespoir persistent, démanteler un ne revient-il réellement à démanteler le réseau, ou ne fait-il que déclencher son évolution vers une forme plus insidieuse ?